je me demandais un peu comment faire le lien avec ce qu'on vient d'entendre et avec la neuromodulation, parce qu'en effet, c'est un peu par les deux bords que je vais discuter aujourd'hui. Et alors, je vais l'approcher de deux bords. Alors, en premier, je voulais remercier profondément les témoignages qu'on a eus de Lorraine et de Lotfi, parce que c'est dur à trouver les mots parfois, mais c'était touchant et c'était réel, c'était authentique. Alors, je pense que c'est vraiment ça nous parle parce que c'était réel, comme je dis. Moi, récemment, il y a comme 2 semaines, j'ai eu une expérience très intéressante ou très profonde de accompagner une amie à travers une crise suicidaire. Elle était à Oslo, moi j'étais à Montréal, alors il était quand même une bonne distance entre nous. Et on s'est parlé par texto, par WhatsApp, parce que mon amie n'était pas capable de verbaliser les mots. Et là, ça, c'est un sentiment que je comprends profondément. Juste ne pas être capable de les sortir, mais en écrit, entre nos échanges, on a construit quelque chose où elle décrivait une sensation, une émotion. Moi, je dis, ah oui, c'est comme ça. Elle dit, ah oui, exactement. Toi, tu comprends vraiment. Et ça, c'est la puissance de la pareille-danse, du partenariat, d'être capable de dire, cette souffrance-là, je le comprends, c'est valide. Parce que nous autres, on est très bons pour s'auto-invalider, surtout quand on est seul, mais ensemble, on peut trouver cette validation. Aussi, on essaie d'interpréter nos émotions, les rendre en images, de les rendre en mots. Justement, quand c'est concret, c'est un peu plus facile d'aller les traiter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de les changer, genre les thérapies comportementales et dialectiques ou autres. Là, de l'autre part, je voulais faire quand même le lien avec le cerveau. Alors, ça, c'est mon cerveau, en effet. On voit que s'il y a des personnes avec des troubles visuels ou juste en général, vous pouvez peut-être me remarquer que j'ai une différence au niveau de la face. J'ai une reconnaissance. Ça fait aussi quand même des aspects asymétriques intéressants au niveau du crâne et tout. Moi, je trouve ça vraiment cool, les formes du passage nasal et tout. Alors que ça fait un petit bout que je connais que j'ai des différences au niveau du cerveau. On me parle beaucoup de réactivité émotive qui peut être plus intense, plus longue. Moi aussi, j'ai un diagnostic de trouble borderline. Mais je ne savais pas que ça affectait aussi les fonctions exécutives. Je vais revenir parce que j'ai participé à un projet de recherche justement qui ciblait ça et pour moi, c'était profond parce que je ne savais pas que j'avais ces difficultés-là et ça avait un impact sur mon quotidien. Je pouvais rester 2 heures genre figée à regarder le mur de mon bureau parce que j'arrivais pas à juste planifier et démarrer mes actions. Et ça apportait une honte. Et je pensais, je faisais des quasi-hallucinations que mes collègues parlaient de moi à travers les murs, disant que je n'étais pas bonne employée. Alors voilà, c'est... Faut commencer avec mon cerveau. Ah non, pas dans la bonne direction. C'est juste après. C'est ça, je voulais introduire. Juste, en 2023, j'ai pu participer à un projet de recherche que je suis allée voir. Ça vient d'être publié. Où je vais arriver, mais... C'est ça, ça vient d'être publié. J'ai pas remarqué que Dr. Jérôme Brunin, c'était un des co-auteurs. Mais ça, moi, j'étais participante à la recherche sur la neuromodulation TDCS pour les fonctions exécutives en trouble borderline. Et ça comprenait 10 séances de TDCS, en plus de faire la limosité, alors que des petits jeux cognitifs, et en plus d'avoir des groupes de soutien rémédiation cognitive. Je vous le mentionne parce que pour moi, encore, c'était très... Juste parler de fonctions exécutives, ça m'a enlevé cette pression. J'ai pu dire, c'est pas de ma faute. J'ai arrêté de m'auto-flageller après ça. J'ai dit, OK, ben là, je peux trouver des solutions. Et je vais revenir parce que j'ai des témoignages de d'autres participants dans ce projet. Après ce projet, en effet, j'ai écrit à Dr. Léonard Caillol, que certains d'entre vous connaissez, et Frédérica Delille, qui est l'étudiant qui était dans la recherche aussi, pour dire à quel point ça m'a affecté. J'ai dit, moi, si vous voulez une rétroaction sur ce projet, sollicitez-moi. Et c'est comme ça que je suis devenue patiente partenaire dans d'autres projets de recherche. Et dans ce rôle-là, je trouve que c'est un peu aussi comme un rôle de parent aidant où on fait beaucoup d'interprétation, de traduction de
nos expériences vers la recherche et vice-versa, essayer de traduire la recherche vers les personnes concernées, leurs proches et le public. Et c'est un rôle hyper important parce que, comme on parlait de recrutement, parfois on fait plein de recherches, mais là, le traduire en clinique, le traduire dans ce qui va vraiment faire des impacts pour les patients, ben c'est ça qui est important. Moi, je suis linguiste et orthophoniste aussi, alors que ça va revenir à cette idée d'interprétation de mots, de trouver les mots justes. La recherche participative, si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est vraiment une approche où on co-construit la recherche. L'implication des patients est vraiment comme profond et que ça arrive à plusieurs niveaux dans ces co-constructions pour vraiment trouver la balance, de pouvoir trouver la balance et la complémentarité entre les savoirs expérientiels et les savoirs scientifiques. Ça, j'aime beaucoup. Vous pouvez aller voir ces ressources. C'est vraiment interactif. Vous faites voir à chaque étape de la recherche participative. Ça vous amène vers des définitions et des outils d'évaluation. J'ai plein de ressources à la fin. Si vous voulez les diapos, j'ai des cartes de visite. Vous faites venir les chercher. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, c'est ça, les patients partenaires, on peut vraiment être impliqués et on devrait être impliqués à plusieurs niveaux. Parce qu'on a des connaissances vraiment poussées du système. Ça se peut entre nous qu'on a essayé tous les médicaments, toutes les techniques que vous avez parlé. Moi, j'ai passé par, je pense, une dizaine d'antidépresseurs, entre autres d'antipsychotiques, tout quasiment. On sait par où, c'est quoi les portes d'entrée pour aller chercher des soins. On sait parfois, c'est quel médecin qui va te valider ou non. On en parle. Alors que là, on peut partager notre savoir expert. Ah, c'est vrai, je peux le lire là. Désolée. J'étais là tout le temps. Alors, c'est ça. Ben, je suis mieux. Mais en tout cas, on va partager notre savoir. On veut être actif dans la gouvernance, la définition des priorités. Comme je dis, les fonctions exécutives, si on ne le cible pas, ben moi, j'aurais jamais su que c'était une difficulté et que là, ça a eu tellement un impact. Aussi, la diffusion ou la dissémination des résultats, c'est super important aussi. La collaboration, il faut le prévoir dans le budget parce que nous autres aussi, on aime ça être rémunérés pour notre temps. Comme ça rajoute à cette possibilité d'avoir une balance, de pouvoir être actif. Alors là, encore, on peut être là au niveau de la conception, au niveau de l'exécution, diffusion. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment bien documenté en santé mentale en général que ça améliore le recrutement et les rétentions. On parlait tantôt, en effet, des difficultés de recrutement en neuromodulation. Je vais revenir dans une diapo. On va aller chercher, on va trouver les objectifs qui vont avoir une différence réelle pour les personnes. On va avoir une meilleure compréhension des expériences. Et ça va justement aller vers la déstigmatisation. Pardon, j'ai vraiment mal dormi. La prononciation s'est affectée. Ça peut avoir une amélioration du confort pour les participants à la recherche. On va avoir des résultats plus fiables. Et aussi sur le rétablissement, ça peut nous donner un sens à nos expériences. Ce n'était pas juste du négatif. D'ailleurs, ça nous donne un sentiment d'aider d'autres personnes, à les aider à avoir des expériences bénéficielles comme nous autres. Et pourquoi en neuromodulation en particulier? Je suis allée fouiller un peu dans la recherche et ça ne se fait pas tant que ça, la recherche participative. Oui, inclure un patient pour avoir peut-être leur perspective à la fin ou durant, ça se fait, mais qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de documentation, il n'y a pas beaucoup d'évaluation des impacts. Mais pourquoi ça pourrait être vraiment intéressant? Et encore, je suis allée dans la recherche pour vous trouver des points. On a déjà parlé de l'accès à la neuromodulation. Ça se fait surtout dans les régions des villes, des centres-villes. Ça se fait surtout par des personnes qui ont peut-être sont un peu plus affluentes ou ont un peu plus de niveau d'éducation. Alors, ils peuvent peut-être comprendre ou aller chercher des informations supplémentaires à ce qu'on nous fait donner en recherche. Alors, c'est pas super accessible. Dans toutes mes années comme patiente, on m'a jamais parlé de TDCS non plus ou d'autres neurostimulations. Alors, il y a un manque de connaissances et de compréhension de cette technologie au niveau des patients, au niveau du public et aussi de certains professionnels. Et
quand même, il y a beaucoup de perceptions différentes et quand on parle d'un traitement non invasif ou invasif, on a quand même, surtout les chercheurs vont parler de la définition médicale, c'est-à-dire si c'est non invasif, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'incision, on ne met pas quelque chose à l'intérieur du corps. Mais les patients, nous autres, on vit ça très différemment. Ça peut être invasive au niveau... pardon, je manque de salive. Les effets de anticholinergiques. Mais on peut parler de... est-ce que c'est invasif sur notre quotidien? Si on doit venir à chaque jour pendant 10 jours, quand même, ça interrompt notre aller au travail, les enfants, tout. Ça peut être invasif au niveau émotionnel. Il y a des personnes qui disaient la psychothérapie, c'était invasif parce que vraiment, ça allait chercher les émotions, ça fallait travailler, aller rechercher des souvenirs douloureux. Aussi, la familiarité. Il y a beaucoup de personnes qui disaient ben la TDCS, ça leur faisait penser d'électrochoc, alors qu'il y avait plus peur que autrement et qu'ils trouvaient que c'était plus invasif. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui pensaient ben c'est comme l'électrochoc. Et l'électrochoc, ben, c'était quelque chose qu'ils ont vu dans des films, alors que c'était moins invasif parce qu'ils pouvaient faire au moins un lien. C'était quelque chose avec le cerveau. C'est ça. Juste le fait d'être utilisé en dernier recours, ça peut donner l'impression aux gens que c'est plus invasif. Si on dit comment la TMR, on l'utilise, RTMS, pardon, on l'utilise juste en dernier recours, en dépression, c'est parce que c'est dangereux, c'est parce que ça fait mal. Tandis que peut-être c'est pas la réalité. Alors, en effet, les patients partenaires, on peut peut-être aider avec tout ça. Alors, moi, j'ai le projet dont David parlait tantôt, de Tantadis avec Dr. Cayol. Moi, je suis patient partenaire là-dedans. Alors, je peux vous donner encore plus de détails sur le protocole et tout. Et moi, je suis impliquée à plusieurs niveaux. Alors, moi, j'ai pu apporter des expériences que j'ai eues, comme quand j'ai dit à mon conjoint que j'allais faire du TDCS. Lui, il trouvait que j'étais un peu impulsive, un peu parce que je ne savais pas c'était quoi, mais quand je dis « OK, let's go! » Mais alors, lui, il avait peur. Lui, il avait fait les connexions avec la thérapie électroconvulsive. Il pensait que ça allait être super invasif, que j'allais peut-être changer de personnalité ou quelque chose, mais je lui ai montré cette photo. Je lui ai dit « Là, regarde, c'est vraiment pas ça fait pas aussi peur que ça. » Alors que dans le projet, j'ai suggéré qu'on ajoute des photos. Moi, j'ai participé, on a fait ensemble une vidéo. David avait montré le petit vidéo qui venait de Soterix, la compagnie qui fournit les appareils, mais on a fait ensemble. On a fait ensemble plutôt une vidéo de moi qui démontre une séance de TDCS, montrer comment on met l'appareil, montrer comment on fait le login à l'ordinateur, parce qu'il faut aller chercher les personnes qui ont moins de capacité technologique, qui ne savent pas comment aller faire une rencontre de visioconférence. Il faut soutenir ces personnes-là si on veut les avoir dans notre recherche. Quoi d'autre? Je fais de la rédaction, je fais de la révision d'articles, j'essaie de vulgariser les choses qui passent. Justement, je parle de mes expériences pour dire à quel point Tantadis, c'est vraiment ça cible les symptômes dépressifs chez les personnes avec un TPL. Alors, à dire c'est quoi l'impact sur ça, les symptômes dépressifs, quand on est déprimé, c'est très difficile de s'engager à la thérapie, de vouloir mettre en pratique les stratégies TCD, de vouloir aller dans le rétablissement parce que tout notre cerveau essaie de nous dire que non, il faut s'autodétruire. Et c'est là ça qui n'est pas aidant. Je voulais juste terminer avec quelques témoignages de 2 personnes qui ont participé au projet de recherche initial qui était la TDCS avec remédiation cognitive parce que ça montre à quel point ils ont certaines des mêmes perceptions, mais qui amènent encore quand même de l'espoir à dire que quand même, oui, ça m'a fait peur, mais je suis allée quand même et que ça m'a apporté vraiment du bien. Parce que c'est le genre de témoignage qu'on peut apporter à des personnes qu'on essaie de les recruter, faire la rétention en recherche. On peut leur dire hey, « oui, ça fait peur là, mais que vous allez pouvoir aller à travers et avoir des résultats qui ne sont pas nécessairement ce que les chercheurs pensent non plus. » Moi, j'étais surpris par les témoignages, malgré que j'étais avec ces mêmes personnes dans la même recherche. Alors, j'allais juste chercher. Alors, voilà, patient 1, participant 1. Je ne savais pas ce que c'était avant,
Avec les papiers, j'ai compris un peu, mais encore plus en cherchant sur l'Internet. Alors, on avait reçu de l'information sur le TDCS avant, mais lui est allé chercher de l'information supplémentaire et c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas des bonnes bases d'expérience avec la technologie, avec aller chercher des choses à l'Internet, des formations là-dessus, ben, ça va être plus difficile. Les sessions TDCS ont bien été, mais je n'ai pas vraiment senti du changement en moi. Désolée, que ce soit au niveau cognitif ou émotionnel, mais ce que cela m'a apporté est que je me suis aperçue que mes capacités cognitives avaient un peu péricliné avec le temps. On vieillit. Cela m'a appris également que l'on pouvait peut-être ralentir le vieillissement avec des exercices pour ce merveilleux muscle, c'est le cerveau. Et ça, c'était l'imocité, les genres de petits jeux. À dire que peut-être pour lui, l'objectif, c'était juste de maintenir ses compétences cognitives et pas nécessairement d'avoir des changements. Alors ça, c'est intéressant pour les chercheurs à savoir qu'on peut avoir des objectifs différents. La deuxième partie de l'étude fut beaucoup plus concluante. Chaque semaine, avec les exercices, le cahier bien expliqué, l'intervention avec les professionnels, les interactions avec les autres participants fut vraiment bénéfique pour moi. J'ai appris à me connaître, à comprendre plus mes réactions, le pourquoi, la source, le déclencheur. J'ai beaucoup aimé avoir les interactions avec les autres participants, voir que je ne suis pas seule, que je ne suis pas fou, se sentir compris, apprendre qu'il y a de l'espoir pour aller mieux et que cela commence par mieux se comprendre, à s'accepter, à reconnaître les problèmes, élaborer une stratégie et s'y tenir pour contribuer à mieux vivre avec notre trouble de personnalité. Alors voilà, ça rejoint un peu la paridance aussi, juste avoir cette connexion avec d'autres personnes qui nous comprennent, bien ça aussi, c'est super important à la recherche. Il y a certainement un rôle de paridance à la recherche aussi. Alors, pour la deuxième personne, là, ma préoccupation face à la neuromodulation du cortex frontal TDCS était surtout pour le niveau douleur. Puis, dès la première fois que j'ai réalisé que c'était mon anxiété, ma prédiction de douleur qui me crispait, pas la petite sensation comme une tête d'aiguille, de moins en moins présente. En réalisant ça, ça m'a permis de voir où dans ma vie cette prédétermination de douleur s'appliquait sournoisement aussi et de me ramener au maintenant, à ce qui était vraiment enregistré par mes sens et ce qui relevait de mes prédictions. D'y aller chaque semaine aussi, de façon répétée, me rappeler aussi que je suis capable de prendre des engagements et de les réaliser, que des habitudes peuvent se prendre rapidement comme ça. Il suffit d'avoir un engagement clair en termes de temps, durée, période, contexte, raison. Ça, c'est toutes des informations qu'on peut soutenir comme chercheur aussi et comme parent. Ce qui fait peur au début, ce n'est pas d'essayer une nouvelle méthode, c'est la peur d'échouer encore. En se donnant le droit de grandir, d'avancer, de passer à autre chose. Ça m'a donné une vague inattendue d'empathie à mon égard. Encore, on parle de autodéstigmatisation ou déautodéstigmatisation, en tout cas. Réduction de l'autostigmatisation. Oui, exactement. De prendre le temps de comprendre que cette zone du cerveau a moins été utilisée dans mon cas, qu'elle a été shortcut continuellement pour aller tout de suite dans le côté animal impulsif de fight to flight. Ça m'a intéressé davantage sur tout ce que peut accomplir le cerveau et sur la neuromodulation qu'il peut faire. Ça m'a aussi donné du courage de réaliser que c'est quelque chose qui peut paraître invasif, mais qui ne l'est pas du tout. Puis que malgré ce spectre, vu la nouvelle approche, toute intervention en soi à son départ, je me donnais l'opportunité de le faire et que j'étais rendue présente complètement dans l'idée de me rétablir. Bref, c'était un bond majeur dans mon cas qui m'a prouvé que si je voulais, malgré l'appréhension de douleur émotionnelle, physique, psychologique, j'étais capable de le faire et de le réussir en plus. Alors voilà, c'est vraiment, c'est pas nécessairement les objectifs qu'on visait par la recherche. On visait les fonctions exécutives et l'impulsivité en TPL. Mais voilà, ça allait tellement plus loin. Et ça on ne le voit pas dans les articles. C'est ça qu'on va aller chercher en parlant à nous autres, en parlant avec les patients, aller chercher les perspectives. Et ça, je le trouve super important. Alors, venez m'en parler, venez nous parler de tout ça après. Ça va nous faire vraiment grand plaisir. Ah, et voilà, ça, c'est des associations, des références au Québec. Puis des références recherche. Je suis en train de rédiger un article justement pour la Revue en santé mentale de Québec. Alors,
J'ai fait ma recherche. Voilà. Bien, merci beaucoup d'avoir fait le lien à la recherche et je suis complètement d'accord avec vous. Qui mieux qu'un père aidant peut convaincre quelqu'un de participer à une étude en tant que personne concernée? Donc ça, c'est la remarque de Pascal Mariotti de tout à l'heure. Hein. On a toujours des difficultés à inclure des gens. Bah là, on a une manière de faciliter un rôle de père aidant, des pères aidants auquel on n'aurait pas forcément pensé dès le départ, mais je crois que c'est très intéressant. Et puis après, il y a évidemment toutes les actions cliniques que vous connaissez mieux, mais qui méritent d'être renforcées parce qu'elles sont absolument pas du tout généralisées, en tout cas dans notre pays, mais même au Québec, je crois qu'il y a encore de la marge pour améliorer les choses et permettre aux gens, surtout quand les troubles les plus sévères et qui sont sous contrainte, d'être traités de la manière la plus humaine. J'ai vu des articles il y a pas longtemps dans la presse, je sais que c'est pas non plus idéal, ni ici, ni là-bas, donc il faut maintenir l'effort. Je vous laisse réagir, et puis après, la salle peut aussi réagir. Oui, soit vous parlez fort, soit on va vous passer un micro. S'il est branché. Oui, il est branché. Merci. Merci beaucoup pour les témoignages et interventions qui portent aussi bien sur la pérédance auprès des personnes concernées que dans la recherche. Et justement, c'est intéressant de voir que l'expertise patient et le savoir expérientiel peut être utile à différents niveaux. Au niveau du vinatier et en intervention précoce sur notre territoire, il y a un fort portage institutionnel de la pérédance auprès des personnes accompagnées, ce qui est très bien. Et ma question, c'était un peu justement sur les autres champs de la recherche, mais on peut penser aussi à l'administratif. Enfin, comment vous envisagez l'intégration du savoir expérientiel et de la perspective patient sur notre territoire, dans les autres corps de métier, si je peux dire, c'est-à-dire pas strictement que de la pérédance, mais dans les autres fonctions en termes de recherche administrative. C'est des excellentes idées, tout ce que vous dites là, c'est très bien. Voilà. L'idée, ça tombe bien, notre directeur est là, on va pouvoir en discuter en direct. Mais par exemple, non, je sais pas, une simple idée pour humaniser les soins. Vous arrivez sur l'hôpital, vous êtes en détresse, la famille est en détresse, il y a des gens aux urgences dans tous les sens, vous êtes accueilli par un père aidant qui vous explique qu'il est passé par là, qui vous explique quel va être le parcours. Je pense que ça change tout. Ça évite la montée de tension, la colère, etc. Alors là, on n'est pas encore dans l'administratif, on est dans la clinique, mais ça n'existe pas pour l'instant. Ouais, une idée qui me vient en vous écoutant, là. Oui, peut-être. Mais après, pareil, vous avez un père aidant qui est dans l'administration et qui motive ses collègues en disant, voilà, si on organise ça bien, les certificats comme ci, les papiers comme ça, parce que ça a une importance pour les personnes, parce qu'elles vont se sentir différentes et qu'elle arrive à mobiliser effectivement l'administration au service de la population, je pense que l'efficacité, elle augmente. L'efficacité administrative, elle augmente. Donc, je pense que vous avez raison. Après, il faut voir comment le positionner. C'est une très bonne idée. Ah oui. Et que ça peut être dans le prolongement, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais que l'expérience vécue et le savoir expérientiel peut aussi ne pas être que incarné par la pérédance, mais aussi être implémenté comme voilà, qualité et compétence dans d'autres profils professionnels pour pas juste sûr. réfléchir juste au sujet de la déstigmatisation, mais à la manière d'implémenter le savoir vécu dans tous les... Parce que la déstigmatisation, parlons-en, l'autre, puis après, vous pouvez passer le parole à Frédéric Asbart juste en dessous, mais par rapport à la déstigmatisation, évidemment, il faut parler au grand public. Le plus important pour changer les choses, pour diminuer l'impact de la stigmatisation et de l'autostigmatisation, c'est que le grand public, tout le monde ait conscience qu'effectivement, quelqu'un qui a eu des troubles à un moment donné, peut se rétablir, peut aller mieux, que ça peut être n'importe qui parmi nous. Donc je signale cette initiative, là, Relions-nous, de Zest, au Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, avec des livres vivants, virtuels, et l'idée c'est un chapitre et tout, par épisode de la vie de la personne, pour parler à la population générale. Et ce qu'il faut vraiment faire, c'est parler à toute personne de la population générale. Le problème, c'est que là, je vous montre ça, vous connaissez peut-être déjà, vous êtes des professionnels, des personnes concernées, il y a des proches, ça c'est bien, mais il faudrait que chaque personne de la population française et québécoise, et peut-être même canadienne, écoute tout ça. Mais oui. Ouais, non, peut-être pas. Ouais, laisse tomber. Il fait froid, laisse tomber. Voilà, donc effectivement, c'est pour ça qu'on a créé la Maison de la Santé Mentale. C'est nous tous parlons aux Français et aux gens qui parlent français, peut-être même aux autres, de la santé mentale. On verra si les autres veulent nous écouter.
Donc ça peut permettre aussi de véhiculer ce genre d'informations en direction de tout le monde. C'est pour ça que je vous cite l'initiative Relions-nous. N'hésitez pas à la diffuser à tout le monde. Là, vous faites une œuvre favorable du point de vue humain si vous faites ça. Et puis, je vous signale juste une deuxième action du Centre Ressources, des livrets d'auto-soins, parce qu'on parle d'autodétermination. Pour ça, c'est se connaître soi-même, savoir comment réagir quand ça va moins bien, repérer que ça va moins bien. Ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. N'hésitez pas à les diffuser non plus. Frédéric. Merci Nicolas et merci pour la remarque Jonathan. Je peux peut-être témoigner, j'en parlerai un petit peu dans la présentation tout à l'heure, mais c'est vrai que la question de la place des personnes concernées aussi dans les décisions qui concernent notre hôpital, je pense que c'est un petit peu à ça fait allusion Jonathan. Je trouve que c'est aussi quelque chose effectivement d'important et c'est vrai que voilà, c'est des choses d'ailleurs qu'on a travaillé ensemble autour de l'unité premier épisode psychotique, par exemple. C'est vrai qu'il y avait dans la réflexion sur le design de l'unité, ça s'est fait vraiment avec une ouverture très importante de la direction de notre établissement. Cette réflexion, elle a été menée avec des porte-paroles, on va dire, des personnes concernées, qui ont pu aussi amener quelque chose qui venait des usagers dans le projet clinique et qui serait peut-être pas le même si on n'avait pas inclus les personnes concernées. Voilà, c'est des choses qui se font à différents endroits sur l'hôpital, mais j'imagine que c'est peut-être est-ce qu'il faudrait pas le systématiser. Mais oui, il faudrait, parce que pourquoi est-ce qu'on peut faire des projets d'unité, des projets de service, des projets de pôle, et même le projet d'établissement, sans qu'il y ait forcément l'avis des personnes concernées, puisque c'est les usagers, c'est pour eux qu'on le fait. Ça n'a pas trop de sens de le faire sans eux. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas forcément des pères aidants, c'est plutôt des personnes concernées, me semble-t-il. Si tu peux passer le micro à Marc-André, s'il te plaît. Merci Frédéric. Moi, je voulais juste vous dire que je trouve ça vraiment cool ce que vous faites. Merci. Je crois que l'intégration des personnes avec un savoir expérientiel dans le domaine des troubles psychotiques passe bien maintenant. Dans les congrès, même dans les plénières, souvent, il y a des conférences qui sont données par des personnes avec un savoir expérientiel. Moi, les premières fois, je trouvais ça génial de dire que c'est un de mes patients pourrait m'enseigner, mais autrement qu'en étant dans son rôle de patient, m'enseigner sur les symptômes, etc., etc. Mais soit là, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais que ça se fasse maintenant, trouble de la personnalité limite, je trouve ça génial et je trouve que mes collègues auraient besoin de ça. C'est épouvantable, moi, ce que j'entends de dire sur des gens qui ont des troubles de la personnalité limite, combien les soignants sont stigmatisants. C'est épouvantable. Moi, j'ai honte parfois de mes collègues pour cette raison-là, mais je trouve que ce que vous faites est vraiment essentiel. Puis je vous félicite et j'espère que vous allez vous multiplier, y compris chez nous. Merci Marc-André. Je peux répondre. Oui, bien sûr. Allez-y. Moi, j'étais à Québec justement la semaine passée pour un colloque sur les troubles de personnalité. Si on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a ce diagnostic, oui, les choses que les gens se disent, c'est honteux parfois. Mais aussi, je dirais que maintenant, le stigma est passé quasiment du TPL ou borderline aux troubles narcissiques. Alors que là, c'est eux autres qui sont plus sont plus rire et dire les choses, alors que on fait juste transférer parfois. Peut-être notre ami Donald qui a un peu stigmatisé le diagnostic. C'est possible. Ben voilà, c'est quand même, un joke qui peut être pris mal par quelqu'un qui a ce diagnostic. Mais je comprends tout à fait quand même. Mais c'est ça, quand on est là, quand on sait qu'il y a quelqu'un avec une expérience vécue, ça change comment on aborde les choses, c'est sûr. Parce que, justement, on essaie d'être plus sensible, mais qu'au long, c'est ça qui est important. On n'a pas parlé aujourd'hui des défis, quand même, au partenariat, à la parédance, parce que, tu sais, c'est épuisant pour nous autres. Quand même, il faut qu'on ait un soutien et il faut pas que ça soit symbolique. Il y a beaucoup de recherches maintenant que pour avoir du financement, il faut inclure des participants, des personnes avec des expériences vécues. Mais c'est très invalidant de participer à quelque chose, mais que ça soit symbolique, qu'on soit juste là pour cocher une case. Il faut que ça soit intégré, il faut que ça soit avoir une importance.
Je voulais répondre un peu. Il y a ce terme qu'on utilise là, qui est revenu plusieurs fois, le savoir expérientiel. Hein, ce fameux savoir expérientiel qui est la boussole quelque part de ce fameux rétablissement que les personnes traversent, éprouvent, testent, et ce savoir expérientiel, effectivement, il va venir traduire, incarner et transmettre. Transmettre à l'autre, à son père, et ça, c'est une des essences même de la pérédance et ma pratique aussi, ce fameux savoir expérientiel traversé, testé, éprouvé, qui m'aura permis aujourd'hui dans la pratique de ma pérédance pouvoir accompagner et pouvoir l'incarner, comme j'ai dit, le traduire et pouvoir le transmettre aussi. Merci Lotfi, merci à nos 3 orateurs, merci à tous, et c'est le temps de la pause, je crois.